Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Louis Blot, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous Merci êtes beaucoup. un Le monsieur roi des important, médias. voilà, monsieur très important. Vous êtes le patron de Endemol France. Alors Gilles vous disait juste avant de commencer, quand on lit la liste des productions, des émissions que vous produisez, on n'aurait pas assez de l'heure pour les énumérer toutes. Hein. Ah non, alors ce qu'on a produit, oui, depuis 30 ans, mais Oui. ce qu'on produit aujourd'hui, Bah quand même. oui, c'est pas mal. Quand mais- même, c'est pas mal. Mais Bah oui, le oh, oh, oh. Loft, Jean-Luc Reichmann, c'est vous. Ouais. Le Loft, c'est vous. Star Academy, c'est vous. Les enfants de la télé, c'est vous. Et on va en parler En des moyenne, amphis de vous la avez télé. 20 programmes différents par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Une vingtaine de productions différentes par an. Alors il y a des productions qui durent, qui font 365 épisodes par an, plus quelques primes, c'est les 12 coups de midi par exemple. Ouais. Puis il y a des productions où on fait 6, 7, 8 épisodes comme LOL, qui Ouais. ressort par exemple. Ah, ça va être bien alors cette année ou ça va être Oui, ça va être compliqué? très bien. Vous avez vu le montage? Alors, franchement, on est en train de monter cette saison et ça va être une des meilleures saisons. Bah, je suis obligé de vous poser la question. Hein. C'est Ouais. vous qui avez dit, là, vous m'avez cherché. Il y aura Muriel Robin dedans, elle reste, Bien sûr, elle bien reste sûr. dans le montage. Bien sûr, Muriel Robin est présente dans l'émission. Oui. Et tout s'est arrangé avec elle? Moi, franchement, on n'est pas là pour commenter ce genre de choses. Bon, On est là juste pour arrangé, se dire, Valérie. vraiment, que cette saison de LOL sera formidable. Ce sera Donc, drôle. faut la regarder. On va la regarder. Et puis on va surtout parler des 30 ans des enfants de la télé. Moi, c'est une de mes émissions préférées. J'ai adoré quand ça a été lancé. Enfin, j'étais presque adolescente, on va dire. Oui, c'était sur France 2 d'ailleurs. C'était sur Je France vous 2. mettrai un extrait tout à l'heure. Et donc, Ouais, en septembre 94. les Exactement. enfants de la télé, les 30 ans, grande émission demain sur France 2, présentée évidemment par Laurence Boccolini. Et on va en reparler avec vous dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oh là là, Valérie, que de superlatifs et de clichés sur la neige en France. Le grand manteau blanc a envahi la France. La carte postale magique des monuments de Paris. Alors si à nous, ça nous paraît un peu so much, hein, la neige à Paris, eh ben, ça reste tout de même magique pour les touristes que BFM a rencontrés. Ils ont été voir les touristes du Sacré-Cœur. Et vous allez voir que le Sacré-Cœur avait revêti son costume d'hiver. Et il y a une touriste qui trouvait ça magique. Beaucoup sont venus immortaliser ce cliché. On est aux côtés d'Ingrid. Vous êtes mexicaine. C'est la première fois que vous voyez Paris sous la neige. C'est comment? C'est un rêve pour moi parce que je viens du Mexique, de Acapulco. Il est dans la plage et de voir Paris comme ça, c'est vraiment un rêve. C'est magnifique. Oui, mais il faut faire attention de ne pas tomber aussi. Si on n'a pas les bonnes chaussures comme moi, Parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de neige. Vous avez rien prévu. Non, rien prévu. Hier, il y avait du soleil. J'avais aucune idée. Et oui, je suis pas du tout prête. Et voilà, ça fait rêver Ouais. nos Enfin, touristes. nous, on souriait, je vais balancer, je vais vous mettre une petite casserole sur Louis Blot, parce qu'on rigolait en écoutant le journal avec les pannes, les trains qui circulent pas. Bref, chaque année, c'est la même Eh chose oui. et on a l'impression de découvrir que, bah oui, la neige, c'est. Vont faire des bonhommes de neige dans la Starac, dans le jardin de la Starac, vous Et savez ils pas. ont fait des bonhommes de neige hier. Ah, Ouais, j'ai tout à pas fait, vu, ouais. ils ont fait Il des faut regarder le bonhommes de- live de temps en temps. Ah, ils ont fait des ouais, bonhommes sur de neige. TF1+, oui. Sur TF1+, et surtout la quotidienne qui cartonne, hein, qui a frôlé les 2 Qui marche millions. Très très bien, qui a battu son record avant-hier et hier qui a encore fait un très bon score. Valérie, on le sait, le budget va être la clé du maintien de Michel Barnier au gouvernement. Alors hier, il était au Salon des maires et il en a profité pour faire passer un message d'injustice qu'il subissait. Vous allez voir, c'est subtil et intelligent. Je ne dis pas que je trouve le temps long. Hein. Je trouve même que les journées sont assez courtes. Voilà. Et alors, vous avez dit avec beaucoup de force votre exaspération, la blessure qui a été celle de tous les élus locaux d'entendre dire que si la France était en déficit, c'était leur faute. Vous ne m'entendrez pas dire ça, parce que je ne le pense pas. C'est aussi simple que ça. Et je ne vous dis pas mon sentiment personnel, parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais lorsque j'ai entendu de hauts responsables, j'ai un Premier ministre ou ministre dire que le déficit de la France était la faute du gouvernement actuel. Hein. Voilà. C'est la même blessure ou sentiment d'incompréhension, pour ne pas dire d'injustice, que celui que vous avez vécu. Le déficit, c'est pas lui, vous avez compris le bien message. sûr. Jean-Louis, on va le voir, les émissions de divertissement sont au cœur du réacteur d'Endemol. Et pas de bonnes émissions sans de bons invités. Ils sont la crème de la crème, ensemble ou séparés, la bande du Splendide. Et je ne sais pas si vous avez vu, hier, ils sortent un livre et hier, ils étaient invités d'envoyé spécial. L'occasion de revenir sur la disparition de Michel Blanc et son enterrement. C'était assez émouvant, interviewé par Élise Lucet.
c'était absurde de penser qu'il était dans cette boîte. Franchement, il était avec nous. Oui, on avait l'impression qu'il était aligné avec nous dans l'église. Franchement. Ouais. Pas forcément, parce qu'il était toujours en retard et très... il ne voulait pas venir. Un truc en commun. Oui, jamais. Dès qu'il y avait un groupe, ça le faisait chier. D'ailleurs, il n'a jamais été autant avec nous que depuis qu'il est parti. C'est vrai, on y pense. On y pense tout le temps. D'abord parce que les gens vous y font penser. Il ne manque pas dans le quotidien, mais il manque dans l'idée qu'on ne fera plus jamais rien ensemble. Là, à l'occasion du bouquin, du coup, on s'est parlé un peu plus, parce qu'on avait des trucs à se dire sur les photos, sur les machins, etc. Bon, et ce qu'il a écrit est très touchant aussi. Il avait le génie de la formule. C'était un dialoguiste hors pair. Oui, dialoguiste hors pair, ça c'est vrai. Il y aura des extraits du Splendide ou pas samedi soir, vous savez ou pas? A priori, non. D'accord. Non. Mais ils ont été le Splendide souvent dans les émissions. Clavier, oui, je me souviens d'émissions assez... Très présent. Et on avait fait d'ailleurs, je crois le dimanche qui a suivi le décès de Michel Blanc, on a passé des extraits, bien sûr, du Splendide. Comme vous le savez, c'est la semaine du handicap, Valérie, et hier BFM a mis en lumière une initiative formidable pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. C'est un restaurant gastronomique où on peut manger sans couvert et sans les mains parce qu'ils ont honte d'aller au restaurant, de trembler, et donc du coup ils n'y vont plus. Et bien là, vous pouvez manger avec les mains. Écoutez. Dans ce restaurant gastronomique marseillais, on mange avec les doigts. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de couvert. Mange tout avec les doigts. Les clients sont des personnes âgées ou atteintes de maladies neurodégénératives pour qui manger avec des couverts peut s'avérer compliqué. Le concept est né d'une rencontre entre Fabienne Verdureau, soignante, et une de ses patientes malade d'Alzheimer. Celle-ci allait toujours manger au restaurant avec son mari. Elle avait un petit peu honte qu'on puisse voir qu'elle ne pouvait plus utiliser ses couverts pour couper. Pour aider cette patiente, elle imagine ce concept inédit de repas sans fourchette à 24 €, où tout se mange à la main sous forme de petites bouchées. Nous mangeons tous avec nos doigts et on ne sait plus distinguer la personne qui va être en souffrance ou qui va être empêchée par sa maladie de celle qui ne l'est pas. L'on adapte pour la personne et non pas l'inverse. Voilà, et puis à signaler que samedi sur Sud Radio, une nouvelle émission, Faut que ça bouge, présentée par Anthony Martin Miss, qui est non-voyant, entrepreneur, double médaillé international en judo, et il est journaliste, et il sera donc désormais sur Sud Radio tous les samedis, et il parlera de la question du handicap, et sa première invitée, c'est la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, on a un nouveau chien dans la rédaction de Sud Radio, parce que son chien se balade dans la rédaction. Et puis, pour préciser, c'est des repas sans couvert et pas sans les mains. Oui, je tenais évidemment à préciser. Son visage était peu connu, mais sa voix était très connue. William Pinville, c'était la voix off de Question pour un champion. Pendant plus de 25 ans, il est décédé. Et c'est vrai que les voix off dans les émissions de divertissement, on pourra en parler, sont importantes. On écoute sa voix et puis évidemment le générique de Question pour un champion. Bonsoir et bienvenue à tous. Le rendez-vous des champions, c'est maintenant. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Julien Lepers. Ah oui, je suis là. C'est moi. À part Jean-Luc Reichmann, il n'y a pas beaucoup de voix off qui sont devenues connues. C'est assez ingrat d'être voix off. C'est assez ingrat, mais en même temps, moi je me souviens de William Pinville parce que je travaillais à l'époque dans une société qui s'appelait Les Productions Grundy, qui est devenue Fremantle Media ensuite, et qui produisait donc Question pour un champion, et qui produisait aussi Que le meilleur gagne. Il y avait donc les deux voix off les plus célèbres de France, avec William Pinville et Jean-Luc Reichmann qui faisait la voix off de Nagui. Donc, comment on choisit une voix off? Elle doit accompagner, elle doit être neutre. Ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire, de ce que la voix off représente. Parce que quand vous avez voulu faire une blague en enlevant la voix off du Loft, vous avez vu le tollé que ça a fait. C'est de la voix. J'ai dit Love Story, Secret Story. La voix quand on a dit qu'on avait changé la voix de Secret et que finalement c'était un prank, une surprise pour les téléspectateurs. Oui, c'est très important la voix. La voix c'est très important. Alors dans Secret Story, la voix est un vrai personnage. Dans les émissions de Nagui comme La brosse à dents, c'était un duo d'animateurs. Il y avait la voix. Mais c'est pas souvent des femmes. C'est compliqué les femmes. Non, c'est pas vrai. Ça dépend vraiment. Alors les femmes les voix off de femmes sont très présentes dans les programmes d'M6 par exemple. Nous sur La meilleure boulangerie, c'est une femme. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Jean-Louis Blot, donc président d'Indemol France. Alors un auditeur
auditeur me dit c'est le concurrent de Banijay. Non, Endemol appartient à Banijay. Voilà, on se retrouve, c'est une filiale. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Voilà, je pense que ce générique évoque évidemment cette émission culte, les enfants de la télé. Jean-Louis Blot, vous êtes notre invité, vous êtes le président d'Endemol France, c'est pas vous qui l'avez lancé, vous étiez trop jeune à l'époque, puisque les enfants de la télé fêtent leurs 30 ans, ce sera demain soir sur France 2, une grande émission présentée par Laurence Boccolini. 30 ans, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui aujourd'hui fêtent leurs 30 ans. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais alors je pense qu'il y a quelques jeux qui sont toujours à l'antenne, comme Question pour un champion. Ouais. Chiffrer les lettres, je ne sais plus si... Non, ça a disparu. Ça a disparu, donc voilà, il doit y avoir Téléfoot. Capital, qui est une ancienne marque. Capital, Turbo, voilà, quelques marques comme ça. Alors, il y a eu une interruption à un moment ou pas? Non, je me souviens plus. Parce que ça a commencé. Il y a eu une petite interruption. C'est ça, ça a commencé sur TF1. Ça a commencé sur France 2. Sur France 2. France 2 avec Pierre Tchernia et Arthur. Ensuite, c'est passé sur TF1. Ouais. Et puisque vous en parlez, je vous propose d'écouter Magic Tchernia. Au tout début, nous sommes dans les années 90-2000. Évidemment, Magic Tchernia, c'est lui qui a fait connaître les enfants de la télé. Pierre avait une raison particulière de venir à cette émission. Il nous a dit « Je viendrai à une seule condition, c'est que vous me retrouviez les images de la douche la plus célèbre de l'histoire de la télévision. » Vous vous en souvenez de cette douche? Pas du tout, non. Qui se souvient de la douche la plus célèbre de la télévision? De Funès, c'est pas ça? Non. Si je dis... Allez. Avec mon petit frère, Philippe, on pensait que Pierre était Walt Disney. Non, mais on pensait que c'était lui, Walt Disney. Mais c'est lui, Ploum. C'est Ploum, c'est le chien. Et la douche la plus célèbre? Moi, j'aurais misé sur Davina et Véronique. Oui, Véronique et Davina, absolument. Oui, c'était ça. Générique de fin. C'est qui le générique, vous savez? Il y a un auditeur qui dit c'est Goldman. Ah, je sais pas du tout. La musique de Toutou Youtou, là? Non, le générique des enfants de la télé. Non, Goldman, c'est le générique de Taratata. Voilà. De Nagui. Ce n'est pas le générique des enfants de la télé. Non, je pense pas. Alors, les 30 ans de... D'abord, président Endemol France, vous êtes arrivé il y a quoi, 3-4 ans à la tête de 4 ans bientôt. Qu'est-ce qu'il est devenu, John de Mol? Vous le savez John ou pas? de Mol, il est toujours très présent. Ouais. Il est à la tête d'une société qui s'appelle Talpa, qu'il a vendue à ITV il n'y a pas très longtemps, mais c'est lui, par exemple, qui a créé The Voice aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc, quand il est parti d'Endemol, le père de la télé-réalité. C'est lui qui a inventé le loft, ce genre d'émission. Là, je pense qu'il a un partenariat avec la société d'Arthur et je crois que c'est lui qui a créé The Floor aussi, qui passait sur France 2 l'année dernière face à la Star Academy. Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Jamais rencontré? Non, jamais rencontré. Donc vous ne savez pas si, comme dans Culte, il a le culte de la jeunesse et de son visage? Vous savez pas ça? Je sais pas du tout. C'était assez dingue de voir John de Mol dans la série. Qu'est-ce qu'on va voir alors demain sur France 2? On va passer une soirée formidable où on va voir les 30 meilleurs moments de ces 30 années des enfants de la télé, mais qui ne sont pas des moments liés aux enfants de la télé, mais qui sont des moments d'archives, bien sûr. Voilà, avec des invités comme Elie Semoun, qui est le recordman absolu du nombre d'apparitions dans les enfants de la télé. Il a été invité, je ne sais pas si je peux le dire là, mais en tout cas, parce qu'on en parle, mais plus de 40 fois dans les enfants de la télé. Presque co-animateur. Voilà. Et Michel Bernier aussi, et tous les deux étaient là lors de la première en septembre 94. Et ils sont là pour fêter les 30 ans encore. Donc voilà, il y a plein de surprises. Puis il y aura les casseroles, évidemment. Il y aura tout ça, des happenings, des surprises. Et à noter que ça a été tourné à l'Élysée-Montmartre. Oui, voilà. Ils sont sortis du studio. Événementiel, on sort des studios. On va dans un lieu de spectacle. Avec du public, avec une ambiance très festive, j'imagine. Avec des personnages de télévision. On va voir Nounours, Maya l'abeille. Je ne veux pas tout dévoiler. Il ne faut pas tout dévoiler. Et en face, il y a la Star Academy, produit par Endemol. Oui. Donc, le Prime, quoi qu'il arrive, vous aurez 2 Primes qui vont cartonner. Voilà, on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien et que tout fonctionne. Et que donc dimanche matin à 9h03, quand on aura les audiences, on sera content pour les 2 équipes qui ont travaillé sur ces émissions. Starac un peu spécial puisque tous les anciens sont revenus, les profs. Et dans un week-end nostalgie. Oui, absolument. Et vous n'avez jamais pensé à faire revenir les anciens profs comme profs définitifs pour refaire une saison avec eux? Non, je pense que on y a pensé, mais je pense que c'est vraiment nouveau, la Star Academy.
casting est différent, les professeurs sont différents, il faut qu'ils correspondent plus à ce qu'on imagine aujourd'hui, ce que les jeunes voient réellement de leurs professeurs. Donc on est plus dans une école de rêve qui correspond aux rêves aujourd'hui de ceux qui ont 20 ans. Il y a beaucoup sur les réseaux des critiques sur le prime, sur les musiques qu'on n'entend pas, sur etc. Est-ce que finalement les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de produire un tel prime ? Que c'est, pardon, j'ai pas entendu. Que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de produire un prime comme celui-là en direct. Produire un prime comme celui-là, c'est beaucoup d'implications, c'est des centaines de personnes qui travaillent, et franchement, on fait de notre mieux. Parfois, il y a des petites erreurs de son, etc. Mais ce sont surtout des problèmes techniques qui se corrigent assez facilement et assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est une émission en direct. On peut pas refaire les choses. Il n'y a pas de mix derrière, il n'y a pas de post-production. Donc il y a voilà, un certain savoir-faire aussi. Il y a quand même un certain savoir-faire depuis le temps. Quand vous êtes arrivé, vous, chez Endemol, quel regard vous aviez sur la télé-réalité? Quel regard vous avez aujourd'hui? Parce que c'est quand même une marque qui est très associée à la télé-réalité. Tout à fait, c'est une marque associée à la télé-réalité, mais qui ne produisait plus de télé-réalité. Quand je suis arrivé là-bas, et j'ai positionné Endemol sur un positionnement éditorial qui était l'authenticité, la proximité, l'impact de nos émissions, et comme ça on a pu redonner vie à Star Academy et à Secret Story, parce que ça correspondait parfaitement à l'ère du temps, c'est-à-dire des émissions qui sont pratiquement en direct, qui se jouent en direct avec le live, avec l'émission qui est diffusée le lendemain sur les chaînes linéaires, qui peut être rédiffusée sur les chaînes de la TNT. Par ailleurs, quelque chose qui se consomme très très bien sur les plateformes, et puis qui est ultra commenté sur les réseaux sociaux. Ces émissions ont été inventées il y a 20 ans, et finalement correspondent parfaitement à l'usage aujourd'hui des différents écrans qu'on peut avoir. Le Loft sera de retour ? Nous, on aimerait que le Loft revienne. Mais pour l'instant, c'est pas signé. Pour l'instant, on travaille sur le Loft. C'est pas signé. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des revivals du Juste Prix et de la Roue de la Fortune qui va arriver sur M6 ? Ça veut dire qu'on ne sait plus inventer des formats ? C'est différent aujourd'hui, c'est compliqué. On est dans une période qui n'est pas simple pour les diffuseurs comme pour les producteurs, où il est difficile de prendre des risques. C'est facile de prendre des risques quand on est sur un marché en pleine croissance, et c'est compliqué quand on est sur un marché qui est un petit peu en déclin. Donc les diffuseurs vont vers des marques et des programmes rassurants, tout à fait. Ouais. Donc je comprends tout à fait le choix d'M6 d'aller vers le Juste Prix ou la Roue de la Fortune. Mais en revanche, le maillon faible, ça a cartonné sur M6. Le maillon faible, ça a cartonné. C'était super. C'était pas un programme de prime. Il y avait eu quelques primes sur C8 il y a une dizaine d'années, qui avaient bien fonctionné d'ailleurs. Et des émissions spéciales aussi sur TF1 le samedi après-midi. Et là, ils ont fait un prime, franchement, qui était il y en aura un deuxième réussi. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai produit ça. Ah, c'était pas une marque de chez vous, le maillon faible ? Non, c'était le maillon faible, c'était une marque qui est BBC, qui appartient à la BBC. Alors, j'ai dirigé la BBC à un moment, voilà. Vous avez produit Patron Incognito. Oui, Patron Incognito, c'est nous. Oui, c'est vous aussi. Il y a eu Baby Boom, il y a Prodige, la meilleure boulangerie de France, Masterchef, les reines de la mécanique. Donc là aussi, il y a, comme vous le disiez, il y a une ligne éditoriale qui est de la transmission, du faire connaître. La transmission, du faire connaître, et surtout d'être très proche des gens, d'être vrai, de les montrer tels qu'ils sont. C'est ce que fait Jean-Luc Reichmann tous les jours à midi. Il est lui-même, et les candidats qu'il reçoit sont eux-mêmes. Quelle émission dans ces 30 ans, dans le catalogue d'Endemol, vous aimeriez remettre à l'antenne ? Alors moi j'ai une petite marotte, alors je sais pas si je vais y arriver, mais on a travaillé là-dessus, et c'est marrant parce qu'il y a un moment des enfants de la télé qui ressemble un petit peu à ça demain soir, c'est La Fureur. Ah, ouais. La Fureur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a tous besoin de faire la fête, de s'amuser, de tout oublier, de chanter, de se marrer. Et alors et d'être ensemble. Il faut qu'on trouve la façon de le faire aujourd'hui, mais il faut se souvenir que La Fureur, c'était génial, Arthur a fait le Parc des Princes, a fait Bercy, a fait le Stade de France avec La Fureur. C'est quand même dingue. Non, qui vous verriez qui pour présenter ça ? Ça dépend du diffuseur. Parce que c'est dur de... Ah oui, c'est vrai. C'est eux qui choisissent, c'est compliqué pour une boîte de prod d'imposer son animateur. On a des idées d'animateurs, on peut arriver avec, mais c'est vrai que souvent le diffuseur a une idée très précise de la gestion des talents qu'il a. Parce que c'est vrai qu'il faut renouveler la variété, il faut renouveler il n'y a presque plus de variété. Il n'y a plus d'émissions de variété. Je pense que la seule émission de variété qui reste, c'est la Star Academy, où on enchaîne des tableaux talents, avec des chanteurs. Oui, mais cette année, il n'y a presque pas d'internationaux, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué de faire venir les internationaux. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune raison de venir. Entre les réseaux sociaux, les différentes promos qu'ils peuvent faire de chez eux, ils n'ont pas besoin de venir en France ou en Europe. Oui, c'est sûr que on voit en tout cas qu'il n'y a pas... Alors, il y a de temps en temps des essais d'émissions de variété, mais
les gens sont pas au rendez-vous. Donc effectivement, imaginer une formule comme La Fureur, ce serait génial. Alors un auditeur demande si vous allez, alors, je sais pas si c'est chez vous, Top Gear. Non, Top Gear, c'est la BBC aussi. Mais je l'ai. Vous l'avez produit aussi. Lancé. Voilà, vous étiez à la BBC, vous avez lancé le Top Gear, Danse avec les stars. Et Danse avec les stars, Top Gear. Ouais. Mais la ferme célébrité, des choses comme ça, c'est plus. Alors la ferme célébrité, c'est chez Fremantle Media. C'était Endemol qui produisait à l'époque. Ouais. Mais vous savez, les formats voyage, et à l'époque, ça avait été. C'était donc un format qui appartenait à une boîte nordique, je pense. Qui avait été donc pris par Endemol, mais aujourd'hui cette boîte a été rachetée par Fremantle Media, donc le format appartient à Fremantle Media. Est-ce que vous vous considérez comme une boîte de production française ? Ah oui, 100% français. 100%. D'ailleurs, notre actionnaire, c'est Banijé France, qui est même une filiale de Banijé, qui est un groupe français. Ouais. Pour revenir aux enfants de la télé, qu'est-ce qui explique la longévité de cette émission ? Parce qu'il y a le format, l'idée qu'on va se retrouver tous ensemble, on va passer un moment sympa et on va feuilleter un album de famille qu'on partage tous. Oui, ça fait du bien. C'est très rassurant. Avec des renouvellements de personnalités. Voilà. Moi, je la regarde quasiment toutes les semaines et je vois qu'il y a des plus jeunes qui sont mélangés avec des plus anciens. Mélange un peu tout, et donc, ça permet d'avoir des choses qui sont différentes, même quand on parle des casseroles ou quand on fait référence à des émissions qui sont plus récentes, d'autres plus anciennes, tout est mélangé. Oui, c'est ça, c'est ce mélange d'invités et puis ce mélange d'images d'archives. C'est un côté très rassurant, très doudou, c'est la nostalgie, c'est une vague qui fonctionne bien en ce moment. Et oui, puis souvent, on reprochait à ce genre d'émission de diffuser toujours les mêmes extraits, et on peut dire que les enfants de la télé, moi, à chaque fois, coup de chapeau, les extraits, je les connais pas, ou je les découvre, et c'est en fait, je pense que ça qui fonctionne aussi, c'est les documentalistes de l'émission qui sont incroyables. Il y a combien de personnes qui travaillent ? L'équipe de l'émission fait un boulot de dingue à la recherche des images, la recherche des invités, faire que tout ça fonctionne, avec Laurence en chef d'orchestre, ça fonctionne très très bien, et il y a à l'année, on va dire, au bureau, il y a une vingtaine de personnes, quinzaine de personnes qui travaillent au quotidien sur cette émission. Combien de personnes chez Endemol ? Alors chez Endemol, on va dire en équivalent temps plein, on est plusieurs centaines. Voilà. Oui. Ouais. C'est incroyable. Alors ne manquez pas demain l'anniversaire des enfants de la télé, les 30 ans, donc présenté par Laurence Boccolini, qui est formidable de générosité avec ses invités. Moi, c'est ce que j'aime chez elle. J'adore quand elle chante. Elle chante extrêmement bien. Puis, donc là, j'imagine qu'il y aura un karaoké générique. Oui, c'est quelqu'un qui vient de la radio. Absolument. Voilà. Elle chante magnifiquement bien, on l'avait reçue nous ici. Donc demain 21h10 sur France 2, choisissez votre camp, il y aura de l'autre côté la Starac. Donc on se retrouve dans un instant avec vous pour parler bon plan avec 60 millions de consommateurs. Et oui, nouveau numéro en série. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec, je vous l'annonçais dans la première partie de l'émission, dans le zapping, on évoquait le handicap, on évoquait cela avec vous, et la semaine du handicap, et puis Sud Radio innove et nouvelle émission démarre. Faut que ça bouge. Bonjour Anthony Martins, Miss, merci d'être avec nous. Faut que ça change. Bonjour. Faut que ça change. Alors moi, il y a marqué faut que ça bouge, mais je vais révéler un petit truc. Je vous ai croisé hier avec Patrick Roger et vous avez échangé sur le titre. Oui, en plus. Faut que ça bouge, faut que ça change. Donc Patrick visiblement n'est pas d'accord. Donc faut que ça change et il faut que ça bouge, les deux, parce que effectivement le handicap, on n'en parle pas assez, on ne donne pas suffisamment la parole à des gens qui sont en situation de handicap. Vous êtes, je précise, non-voyant. Vous préférez qu'on dise non-voyant ou aveugle ? Je dirais que les deux me vont très bien. Aveugle, ça a le mérite d'être clair. Non-voyant, c'est un peu plus bienséant, dirons-nous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un champion de judo, double médaillé international en judo, vous êtes journaliste, vous avez officié déjà à l'occasion des JO, on a pu vous entendre. Et donc, à l'occasion de cette semaine européenne pour l'emploi des handicapés, première émission samedi à 20h30 avec vous pour une série d'émissions. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Sud Radio ? Sud Radio, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai que cet été, ça a été un petit peu le déclencheur. Étant blessé, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma sélection. Je n'ai pas pu faire les Jeux et tout naturellement, Patrick Roger m'a invité sur la station en me disant écoute, viens commenter les Jeux paralympiques, viens créer un peu de dynamique autour de cela. Et c'est vrai que la famille est chaleureuse, on s'y sent bien. Et on a décidé d'aller plus loin dans la réflexion et de se dire tiens, est-ce que ce serait pas le
le moment, puisqu'il y a quand même un sursaut collectif sur le handicap en France, sur les Jeux paralympiques, d'essayer de parler de plus de handicap et de s'inscrire dans la droite lignée. Moi, je ne voulais pas qu'on fasse un programme qui soit dans la bien-pensance. Je voulais pas qu'on traite le handicap par le prisme du pathos. Oui, bien sûr. Je voulais qu'on soit dans le concret, le sans langue de bois, le parler vrai. Et donc c'est comme ça que faut que ça change est né avec Frédéric Jouve et toutes les équipes de Sud Radio. Est-ce que ça change? Est-ce que les choses changent quand même? Alors parce que il y a eu un très fort engouement autour des Jeux paralympiques. Après, on a le sentiment malgré tout que les personnes en situation de handicap sont quand même le parent pauvre de la société. Je répéterai jamais assez cette étude qui nous dit que les gens les plus discriminés à l'embauche sont les gens en situation de handicap. C'est pas la première cause de discrimination, même. Absolument. C'est 21%. Loin devant la discrimination pour cause raciale ou origine ethnique ou religieuse. Absolument. Donc ça, c'est le défenseur des droits qui nous le dit. Donc il faut le dire et le réaffirmer. Et puis on peut se rappeler que le premier gouvernement, la première liste de Barnier, il n'y avait pas de ministre du handicap. Comment c'est une question qu'on posera à la ministre, ça justement. Bah oui, comment Et qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Qu'est-ce qu'il faudrait un peu changer dans notre pays? Valérie le disait, déjà, il y a quand même un regard sur la société qu'on espère échanger vis-à-vis du handicap sur les Jeux paralympiques. Je crois que la société civile, elle, a changé. Il y a beaucoup de choses positives qui en sont sorties. Par contre, la politique, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle demeure fidèle à elle-même. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et puis le traitement médiatique de la question, j'ose espérer que nous ici, on s'inscrit désormais en mieux. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Ça va être quoi votre émission? Qu'est-ce que vous allez donc là vous recevez la ministre. Demain, moi j'ai très peur que ce soit très langue de bois, qui est du Yaka Faucon, du oui bien sûr, du un peu de pathos, mais vous êtes encourageant. Oui, mais je pense que vous êtes, vous avez l'habitude aussi du discours politique, volontaire, velléitaire, c'est-à-dire on veut, mais bon, on voudrait bien, mais on peut point. Ça, de toute façon, je vais pas vous apprendre le métier. Vous savez que c'est notre rôle d'essayer d'aller chercher à ce que le sans langue de bois soit le leitmotiv à l'antenne. Donc on va faire en sorte qu'on ne tombe pas là-dedans. Je ne crois pas que la ministre ait envie de s'inscrire là-dedans. Il y a des auditeurs, c'est surtout ça. Oui, nous, c'est ça. On donne la parole aux auditeurs. Comment va être l'émission alors? C'est un débat. Donc les auditeurs peuvent participer. Interpeller la ministre. Bien sûr, ils viennent témoigner, ils interpellent, ils interviewent à mes côtés. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai un vécu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vivent réellement les gens. Je peux parler pour la déficience visuelle en long, en large, en travers. Par contre, je suis incapable de vous dire ce que ressent une personne en fauteuil ou qui sur une maladie, une affection longue durée et qui vit ces traumatismes au quotidien. Je ne sais pas. Comment vous expliquez qu'il n'y a aucune émission sur le handicap dans les médias, pas vraiment à la télévision, en radio encore moins? Comment vous l'expliquez? Vous pensez que le handicap, ça fait peur pour les audiences? Bien sûr que ça fait peur pour les audiences, le handicap, parce que c'est un sujet de niche. En réalité, on a le sentiment que ça concerne un si peu nombre de personnes, et ce chiffre, on le rappelle néanmoins à chaque fois, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, 11 millions de personnes à côté, donc les proches aidants, et quand vous rajoutez les maladies et les ALD, les affections longue durée dont je parlais, ce chiffre nous ramène à 1 Français sur 2 qui sont concernés par le handicap. Donc oui, je comprends que les audiences puissent inquiéter. J'espère qu'avec le format qu'on va lancer, ça va changer. En même temps, il y a le papotin. Exactement. Mais il y en a des programmes, mais de cette façon-là, débat avec du parler vrai, du sans langue de bois et de la confrontation respectueuse mais directe. Ça, je crois non, il n'y en a pas. Alors, juste Stéphane, qui est un auditeur que vous pourrez prendre en ligne, parce que c'est d'abord un fidèle auditeur de Sud Radio qui connaît bien la question, et il nous dit: je me bats depuis des années pour que les personnes handicapées touchent la prime de Noël, car beaucoup, tout frais payés, n'ont pas la possibilité de fêter Noël ou le jour de l'an. C'est vrai qu'il y a la question de l'argent, des primes, où il y a eu pas mal de débats. Et Stéphane a raison aussi, parce qu'il nous dit le handicap est accepté seulement s'il fait rire, le reste ne fonctionne pas. Il n'a pas tort. Hein. Non, je souscris totalement à ce qu'il dit. C'est vrai que le handicap, à partir du moment où il fait rire, où on le dédramatise, il est à l'aise à vivre. Et puis si on prend tout ce qui ne va pas à côté, c'est plus difficile à traiter. Ouais.
Et donc vous, l'idée, c'est aussi de faire bouger les choses, on voit les gens, je pense aux gens. Moi, c'est que deux réalités qui coexistent puissent se rencontrer, puissent discuter. Ouais. Je veux être facilitateur là-dedans. J'ai pas mon mot à dire. Je resterai très impartial dans toutes les interviews, mais je veux qu'il y ait un débat qui existe entre l'auditeur, l'invité, et puis qu'on puisse, de façon très concrète, essayer d'apporter des solutions pour que ça change. Mais qui allez-vous recevoir au-delà de la ministre? On va recevoir la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq. Demain soir, on recevra la semaine suivante l'ancien président de l'AGFIP, qui est aussi secrétaire national de la CFE-CGC. Et puis après, on va essayer d'avoir d'autres invités de ce calibre qui ont réellement le pouvoir de changer les choses. Est-ce qu'il existe dans les sociétés cotées dans le CAC 40 des présidents avec un handicap ou un président aveugle? Moi, j'ai jamais vu un patron non-voyant ou aveugle qui dirige une grosse société du CAC 40. Il existe, gros CAC 40, pas à ma connaissance. Ouais. Par contre, il existe bel et bien un président d'un grand groupe mutualiste qui, lui, est non-voyant, Éric Chenu. Qui dirige quel groupe? Il est dans le groupe Vive. Ah, faut que vous l'invitiez, c'est incroyable. Évidemment. Et puis il y a eu Éric Molinier, si je dis pas de bêtises, qui était qui est décédé, hélas, qui a fait beaucoup pour le handicap, qui a été à la tête aussi d'une entreprise, qui était lui en fauteuil, qui avait une maladie dégénérative, mais donc il y en a, mais c'est vrai que c'est des entrepreneurs en situation de handicap brillants, oui, évidemment qu'il y en a. Il y a Philippe Croison qu'on va recevoir. Bien sûr. Et qu'on a déjà reçu sur Sud Radio. Je peux citer par exemple le cofondateur des Restaurants dans le Noir, Didier Roche, qui lui aussi est un parcours inspirant. Vous avez d'autres personnes qui entreprennent aussi dans leur vie. Je pense aussi à Dominique Farrugia, par exemple, qui est un acteur très important. Et qui est important parce qu'il a une voix qui porte. On voit, il a été maltraité par Transavia, et il l'a posté sur les réseaux. Ça a eu un impact énorme. Un impact immédiat, bien sûr. Mais il le dit aussi, lui, au quotidien, il dit pensez à nous, les trottoirs, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ce n'est pas au point, ce n'est pas ça. Bien sûr, mais moi, par exemple, j'ai sollicité aussi Marlène Schiappa parce que pour moi, elle a un combat aussi qu'elle mène beaucoup sur les femmes entrepreneurs. Et malheureusement, on a un chiffre côté de l'APEC, par exemple, où 7% des cadres n'osent pas se déclarer en situation de handicap, 80% d'entre eux sont des femmes. Là aussi, comment on conjugue être une femme et être en situation de handicap? Moi, c'est vraiment une question qui me préoccupe. Avec Valérie Expert, on avait reçu Dominique Farrugia qui nous avait expliqué à l'antenne, comme vient de dire Valérie, son quotidien très compliqué. Et vous, qu'est-ce qui est compliqué pour vous au quotidien et qui n'est pas encore résolu? Pour moi, personnellement? Oui. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, ne pas voir, c'est quand même... c'est pas une situation qui est facile tous les jours, mais... faire ses courses, pouvoir se déplacer en parfaite autonomie, ne pas être toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une question qui est compliquée. Et puis ça existe des supermarchés où ça parle, où ça dit les produits qui sont devant vous? Non, mais ça y travaille en tout cas. Chaque marque essaye de se différencier en se disant nous on veut être handi accueillant. C'est peut-être un peu du handi-washing quelque part. Ça. Il y a ça aussi, on peut en parler du handi-washing. Après il vaut peut-être mieux quand on dit handi-washing, c'est-à-dire de mettre en avant le fait qu'une entreprise se préoccupe du handicap pour avoir une meilleure image. C'est ce qu'on a. Mais en fait, il vaut peut-être mieux qu'il y ait du handi-washing que pas de handi du tout. C'est comme l'esprit du green. Si on n'avait pas eu de greenwashing, on n'aurait pas une conscience aussi éthique sur l'environnement. Stéphane toujours nous dit l'accueil des taxis avec les chiens. Alors justement, ça c'est mon sujet. Moi, l'année dernière, malheureusement, j'ai été tristement connu pour ça, avec un refus très violent chez Uber. Mon chien guide, c'est un sujet, mais pas que chez les taxis, beaucoup dans beaucoup de domaines de transport public, le chien guide, le chien d'assistance est toujours un sujet. Mais votre chien, est-ce qu'il va pas faire pipi dans la voiture? Moi, je comprends toutes ces inquiétudes. Néanmoins, c'est vrai que c'est fatigant de rééduquer sans permanence les gens. C'est pas mon rôle d'éduquer la société. Moi, j'ai des devoirs, j'ai des droits. Et j'aimerais pouvoir y souscrire pleinement.
Ouais. Surtout qu'il est adorable. Hein. On l'a à la rédaction. Oui, c'est. Donc on va vous mettre en relation avec Stéphane parce qu'il a beaucoup de. Stéphane, s'il veut venir témoigner dans l'émission, il est naturellement le bienvenu. Il y a des gens magnifiques qui font de la médiation animale. Il y a une association, Suzy Handicap Animal officielle, qui s'occupe de cela. Et c'est vrai qu'il nous parle du Québec, qui connaît bien aussi, qui dit le Québec a adapté la société au handi. Donc oui, c'est possible. Sur les aveugles. Et l'Espagne aussi sur les aveugles. Oui, mais vous savez, il n'y a pas que les aveugles. Moi, j'ai pas envie que l'émission d'ailleurs ne tourne qu'autour de ça. Mais c'est vrai qu'on recevra aussi une auditrice. J'en parlais ce matin avec Jean-Jacques Bourdin, une auditrice. Rendez-vous compte, elle est en fauteuil roulant. Sa vidéo, malheureusement, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour essayer d'interpeller les personnalités qui peuvent changer les choses. Elle est en fauteuil, elle est bloquée dans son immeuble depuis 4 semaines parce que son ascenseur est en panne. Mais non. Le bailleur n'entend pas. Probablement que les gens sont pas de mauvaise foi, mais ne mesurent pas en fait ce que ça implique dans le quotidien de quelqu'un. Et c'est ça, nous aussi, ces irritants-là de la société qu'on veut essayer de gommer et de faire en sorte que les gens qui ont pouvoir de passer juste un coup de téléphone en disant écoutez, on a ce sujet-là, est-ce qu'on peut pas bouger ou même faire une proposition de relogement temporaire peut-être, sait-on jamais. Mais il y a aussi la question des fauteuils. Je ne sais pas si vous avez suivi, qui étaient censés être remboursés jusqu'à 2000 ou 3000 euros. Mais si on dépassait les 3000 euros, il n'y avait plus de remboursement du tout. Bien sûr, sachant que vous n'avez aucun fauteuil roulant aujourd'hui qui est capable, à ce prix-là, d'être de bonne facture, d'être suffisamment léger pour avoir une bonne maniabilité. En moyenne, un fauteuil roulant, c'est 10 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous avez avec 3000 euros ? Rien. Ouais. Écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir reçu ce matin. Donc ce sera le samedi soir à 20h30. Évidemment, ce qui est important, c'est le podcast qu'on peut réécouter. Les auditeurs peuvent vous appeler. J'imagine que vous allez mettre en place un... Ils nous contactent sur jeparticipe@sudradio.fr et ils nous disent je veux témoigner. Moi, j'ai ça qui m'arrive dans ma vie. Et puis on les reçoit dans l'émission avec grand plaisir. D'accord. Donc c'est jeparticipe@sudradio.fr puisqu'on peut le dire, l'émission est enregistrée évidemment. Samedi soir 20h30, c'est peut-être compliqué pour programmer des gens, donc vous serez appelé, vous serez contacté et vous pourrez participer. Voilà. Merci infiniment, merci d'avoir été avec nous ce matin. Cette nouvelle émission nécessaire. Il faut que ça change et il faut que ça bouge pour faire plaisir à Patrick Roger, mais il faut que ça, faut surtout que ça change. Anthony Martins, Miss, merci d'avoir été avec Valérie, nous. Merci Valérie, À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.